Encore du rififi dans le secteur du transport routier. On parle de tentatives de trahison et de corruption avant l'élection du prochain premier responsable de la future fêtière des transporteurs. Une vidéo qui circulerait dans ce cadre sur les réseaux sociaux vous sera montrée dans ce journal. Plus de 52% des 100 000 unités économiques répertoriées au Burkina Faso sont du secteur commercial, alors que l'agro-silvopastoral n'atteint pas 1%. Pourquoi un tel déséquilibre et quel est son impact sur l'économie burkinabé? C'est le sujet de la chronique éco de ce journal. Et puis, il s'appelle Ange Didier Rouen, l'étoile du coupé décalé. L'artiste chanteur ivoirien plus connu sous le nom de DJ Arafat est décédé ce 12 août à la suite d'un accident de circulation. Nous reviendrons sur la carrière de cet immense artiste. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Sa voix, mais aussi les mélodies et les rythmes de ses chansons ont fait vibrer et danser des millions de personnes partout en Afrique et même au-delà des fans qui laissent orphelins. Oui, l'artiste chanteur DJ Arafat est décédé ce 12 août à 8 h après avoir passé plusieurs heures dans le coma suite à un accident de circulation qui s'est produit dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La star ivoirienne du coupé décalé s'est éteinte à l'âge de 33 ans. Retour sur la carrière flamboyante de cet artiste immense par son talent. Alfred Thioye. Charismatique, fougueux, un talent immense. À seulement 18 ans, il s'initie sans crier gare dans le giron de ceux qui ravivaient jusque-là la flamme de la musique ivoirienne. Aux côtés de ses pairs, Didier Arafat, de son vrai nom Ange Didier Rouen, incarne à lui seul le coupé décalé. Sur plus d'une décennie, il règne en maître sur ce mouvement né dans un contexte de crise politique en Côte d'Ivoire. Extravagance, provocation, clash et buzz sont ses armes favorites. Arafat, c'est aussi et surtout la moto, une passion pour la motocross qui le conduit 2 fois aux urgences. La deuxième fois sera mortelle. Dans la nuit du 11 août, jour de Tabaski, soit au lendemain de l'Arafat, Arafat, DJ encore appelé le président de la Chine, percute mortellement un véhicule près de l'ambassade de Chine dans la commune de Cocody à Abidjan. L'annonce de son décès intervient ce 12 août. Plusieurs personnalités l'annoncent avant le communiqué officiel lu au journal du 13h de la radio-télévision ivoirienne. À 33 ans, Arafat Didier, latisse aux multiples pseudonymes, tire ainsi sa révérence, plongeant ses fans dans la tristesse. Il abandonne définitivement le micro, laissant derrière lui 2 enfants, Rafna et Maël. Une mort brutale à moto alors que le Moto Tour, concept assorti à son dernier single Moto bat son plein. Le compteur musical de l'artiste affiche plein. Arafat, c'est plusieurs dizaines de tubes légués en héritage à la culture ivoirienne. Voilà, adieu l'artiste et l'étoile. Toute autre chose maintenant. Après le Danemark en 2018, les partis politiques burkinabés, cette fois-ci, vont à l'école de la démocratie kenyane. Au Kenya, où elle a séjourné, une délégation de ces partis politiques a pu s'imprégner de l'expérience de ces pays, notamment en matière de dialogue politique. Arsène Konditamde. Après 5 jours passés au Kenya, la délégation du cadre de dialogue interparti est de retour au Burkina Faso. Ce cadre de dialogue regroupe les 14 partis de la majorité de l'opposition représentés à l'Assemblée nationale. Du 4 au 9 août au pays de Uhuru Kenyatta, la délégation burkinabé a pu rencontrer les parlementaires et le cadre multiparti de dialogue kényan. La délégation burkinabé dit avoir beaucoup appris de l'expérience kenyane en matière de dialogue politique. Au niveau du Kenya, ils ont compris qu'ils ont besoin de se parler pour consolider la démocratie et la paix dans leur pays. Et ils ont cette expression célèbre qu'ils appellent le handshake. Donc c'est la main tendue qui a été faite entre les 2 leaders charismatiques du Kenya, à savoir le président Uhuru Kenyatta et le leader de l'opposition. Et depuis ce temps, donc, ils ont décidé tous de travailler dans l'intérêt du Kenya. Et cela porte vraiment des fruits et on constate que cela a contribué à apaiser le climat social et politique
dans ce pays. Les 14 parties de la délégation ont également rencontré les autorités déconcentrées du Kenya et disent avoir tiré des enseignements du fonctionnement de leurs institutions. Au niveau de la gouvernance, nous constatons qu'au Kenya, il y a ce qu'on appelle l'Assemblée des comtés, qui est l'équivalent ici des conseils régionaux, mais qui sont indépendamment du gouvernement. Parce que c'est comme un gouvernement local et ça fonctionne comme le gouvernement avec des prérogatives, en tout cas à leur sein. Pour nous, c'est une belle expérience et nous pensons que réellement, si nous arrivons à être impactés par cette expérience et qu'on arrive à le faire dans notre pays, ça peut être bien pour notre démocratie. Cette mission a été possible grâce à la coopération avec le Parlement danois. Une première mission du genre avait déjà été organisée au Royaume du Danemark en mai 2018. L'expérience du cadre de dialogue interparti devrait être introduite au Ghana après le Burkina Faso. Venons-en à cette affaire de suspicion sur fond des tentatives de corruption qui exacerbent les tensions dans la famille des transporteurs routiers. Une histoire qui implique le TRAF, l'UCRB et puis une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et brandie comme preuve par une partie des protagonistes. L'explication de tout cela avec Roméo Koeta. La vidéo qui a mis le feu aux poudres a été publiée sur les réseaux sociaux par le site d'information en ligne Radar Info. On peut y percevoir des responsables des syndicats du transport et le président de l'OTRAF en tête. Issoufou Maïga aurait demandé aux personnes présentes à la réunion de jurer sur le Coran. Un pacte de non-trahison afin de ne pas se faire duper par d'éventuelles traites au cours du vote pour la direction de la fêtière à laquelle il s'est porté candidat. Une manœuvre qui ne laisse pas indifférent la coalition des chauffeurs routiers, structure hostile au président Maïga qui dénonce une tentative de corruption des responsables syndicaux des transporteurs et des chauffeurs routiers en vue de les rallier à sa cause. La vidéo, c'est les membres, c'est-à-dire les vrais lutteurs de anti-Maïga qui sont avec lui, plus le président même de l'ICRB, le président des chauffeurs routiers du Burkina, qui sont ensemble en train de jurer. En voyant la vidéo, on entend ne pas se trahir. Si on veut voir même, c'est une tentative de corruption. Sinon, aller à l'hôtel avec les membres, les vrais leaders, pour aller prêter serment sur un Coran, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner si ce n'est pas la voie de la corruption. Selon cette coalition de chauffeurs routiers, Issoufou Maïga est actuellement en pleine campagne pour la présidence de la fêtière suggérée par le gouvernement. Alors que pour les frondeurs, c'est lui qui est la cause de la crise qui secoue le secteur des transports depuis environ 2 ans. Elle ne souhaite donc pas le voir à la tête de l'organisation. Mais on dit on ne le veut même pas. Donc si aujourd'hui il s'entête à aller à la tête de la fêtière, les trous vont toujours continuer. Mais on est en démocratie, il peut être candidat. Oui, mais en démocratie, oui. Nous, on n'a pas dit qu'il ne faut pas être candidat. Mais on dit on ne le veut pas à la tête. Il peut être membre. Il peut être membre de la fêtière. On n'a pas dit on l'exclut totalement de la fêtière. Il peut être membre de la fêtière, mais pas le président de la fêtière. Autre chose qui irrite ces chauffeurs routiers, c'est le fait que leur premier responsable, Brahima Rabo, président de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, a été aperçu dans cette vidéo sans avoir prévenu sa base. Un acte de trahison qu'il dénonce avec vigueur. Joint par téléphone, le président de l'UCRB, mis en cause, affirme que ces frondeurs ne sont pas conséquents avec eux-mêmes, parce qu'ils ont tous marqué leur accord pour la mise en place de la fêtière. Il dit s'en remettre au verdict des urnes. Une situation qui ne peut que contribuer à radicaliser les positions. Autant dire que la crise qui mine le secteur des transports au Burkina Faso n'est pas encore désamorcée. Il est l'un des textes emblématiques adoptés sous la transition par le CNT. La loi anti-corruption devrait apporter plus de transparence dans la gestion des affaires de l'État. Mais 4 ans après, des problèmes de divers ordres rendent son application difficile, notamment au niveau des articles déclaration des biens et délits d'apparence. Ces 2 volets ont fait l'objet de discussions au cours d'un panel organisé par l'Association des journalistes du Burkina. Le compte rendu de Arsène Kondi-Tamdé. En tenant compte des dispositions de la loi anticorruption votée par le Conseil national de la transition en 2015, environ 13 000 agents publics sont assujettis à la déclaration d'intérêt et de patrimoine. Mais dans l'exécution, la SELC bute sur une réalité opérationnelle.
Pas de possibilité d'archiver autant de documents qui pourtant sont confidentiels. La déclaration en ligne est donc envisagée comme solution palliative, mais le dispositif peine à se mettre en place. Nous sommes victimes de la défaillance d'un attributaire du marché d'équipement qui a été défaillant, et donc nous devons recommencer la mise en concurrence pour trouver quelqu'un d'autre. À l'heure actuelle, seuls les politiques font la déclaration. Tous les autres ne font pas la déclaration parce que nous ne sommes pas à même d'assurer la confidentialité des données. Autre point dont la mise en œuvre est en souffrance, la réglementation des dons, cadeaux et autres avantages. La loi interdit de façon formelle les cadeaux en numéraire et en nature, à l'exception de ceux dont la valeur n'excède pas 35 000 francs CFA. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Aucune poursuite, à notre connaissance, n'a été engagée sur la base de cette infraction. Donc pour le moment, on n'a pas eu connaissance, en tout cas d'un agent public ou autre, qui a été poursuivi pour délit d'acceptation de cadeaux indus. Il y a aussi que sur le terrain, ce que nous avons noté, c'est que nous avons constaté une certaine résistance de l'incrimination du délit d'acceptation de cadeaux par certains acteurs. Les gens sont hostiles à la question de l'interdiction des cadeaux. Dans ce lot de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la loi anticorruption, quelques victoires sont tout de même enregistrées. À Gawa, il y a eu la poursuite et la condamnation d'agents publics qui, bien que percevant des sommes d'argent auprès des usagers des différents marchés EIA, ne procédaient pas à leur reversement au niveau de la commune. À Diebougou, poursuite et condamnation également d'un agent public pour détournement de deniers publics relativement à la gestion d'un établissement de santé. À Koudougou, un acteur de la justice est poursuivi et la procédure est en cours à l'instruction où il y a des faits de concussion qui lui sont reprochés. Au cours de ce panel, les conférenciers ont rappelé le rôle ô combien important de la presse dans la lutte contre la corruption. Ils ont également invité les hommes de médias à poursuivre leurs efforts pour la manifestation de la vérité dans certains dossiers. Cela ne vous a pas échappé que nous sommes aujourd'hui lundi et comme tous les lundis, place maintenant à notre chronique écho. Et ces statistiques qui concernent les entreprises burkinabées sur près de 100 000 unités économiques répertoriées, plus de 52% sont du secteur commercial, très loin devant le secteur agro-silvo-pastoral qui fait 0,1%. Qu'est-ce qui explique ce déséquilibre et surtout, quelles en sont les conséquences sur l'économie burkinabé? La réponse avec Rémi Lambert-Nébier. Au Burkina, tout le monde est commerçant. Cette conception populaire est pourtant corroborée par les chiffres. Le 7e recensement industriel et commercial publié en novembre 2018 par l'INSD montre que la branche commerce concentre 52,6% de l'ensemble des entreprises recensées. Aussi, 28,2% des entreprises sont répertoriées dans la catégorie des services, tandis que le secteur agro-silvopastoral et halieutique peine à regrouper 0,1% des 100 000 unités économiques recensées à travers le pays. Alors, faire du commerce serait-il le plus facile ou bien est-ce le plus rentable des secteurs d'activité économique au Burkina? Non, c'est plus facile, c'est plus simple et puis le retour sur investissement est plus rapide. Parce que si vous stockez de la marchandise, vous achetez de la marchandise, vous stockez, surtout si ce n'est pas des biens qui sont très périssables, vous avez le temps de les écouler à un prix fixe en fonction du marché. C'est plus simple. Mais par contre, c'est plus difficile de se mettre dans des secteurs productifs, par exemple la transformation ou de l'agriculture, produire, ou mettre en place des unités agricoles modernes, produire ou bien mettre en place des petites unités de transformation, des petites unités agro-industrielles, carrément de la grosse industrie. Là-bas, on a besoin de beaucoup d'investissements et on a besoin d'un projet qui est très structuré parce qu'il y a des exigences aussi au niveau de la mise en place des structures qui font que n'importe qui ne peut pas le faire. C'est pour cela que on peut expliquer en partie le fait que tout le monde est dans le commerce général, comme on dit, X est frais, Y est frais,
acheter et vendre. Plutôt que d'être un pays à vocation agro-industrielle, le Burkina Faso s'inscrit dans la tendance commerciale. Mais cette orientation semble être propre à la quasi-totalité des pays de la sous-région ouest-africaine. Le constat est fait par la CEDEAO, qui s'est lancée dans la recherche de solutions pour inverser la tendance. Fin juillet, l'institution sous-régionale a regroupé les organisations professionnelles de producteurs sur la question et il ressort aussi que le secteur agricole regorge moins d'unités économiques parce qu'il est peu attractif. Voyez vous-même, les jeunes de maintenant, qu'ils aient étudié ou pas, ne veulent plus se courber avec la daba. Ils veulent que l'agriculture et toutes les autres professions paysannes soient modernisées, que ce soit des métiers qui valorisent son homme. Et nous devons le faire, sinon ça ne peut pas attirer les jeunes. Deuxièmement, il nous faut créer des chaînes de valeur, allant de la production à la commercialisation. Et là, les entreprises vont pousser. Il est démontré qu'une économie tournée vers l'agro-industrie dans nos pays pourrait réduire des fléaux comme le chômage et l'immigration de plus de 50%. Et pour un pays comme le Burkina Faso, c'est la révolution qu'il faut pour créer la richesse. Ça renforce notre économie. Mais quand vous regardez dans la physionomie des 50% d'entreprises du commerce, ils n'achètent pratiquement pas ici. C'est généralement des produits importés, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est juste les marges commerciales qu'ils ajoutent, ils payent les impôts, enfin les droits de douane, c'est vrai, c'est une plus-value pour notre économie. Mais ça s'arrête là. Par contre, quelqu'un qui se mettait dans un secteur de la transformation, par exemple, du sésame au Burkina, on l'a transformé jusqu'à l'huile de table ou bien dans le semi-fini pour, par exemple, les industries cosmétiques. Ça, il y a beaucoup de valeur ajoutée, mais ça demande beaucoup plus de moyens. L'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs agro-silvo-pastoral et halieutique, une fois de plus, est à encourager. Mais faut-il que l'État crée davantage des politiques plus incitatives et une synergie d'action. Eh bien, au nombre de ces actions, comme le dit Rémi Lambert-Nébier, il faudra peut-être citer la compétition des plans d'affaires, la COPA, initiée par la maison de l'entreprise pour appuyer les jeunes et les femmes qui ont décidé de s'engager dans l'entrepreneuriat. À Waïgouya, les lauréats, 400 personnes dont 80% de femmes ont reçu leur prix. Archimède Boy, Abdourazak Traoré. Chevauché de la COPA, la compétition des plans d'affaires dans la ville de Waïgouya. 387 lauréats, dont 80% de femmes, reçoivent chèques et attestations. Leur sélection s'est faite sur la base de critères bien précis. C'était donc l'adéquation entre le profil du promoteur et le projet qu'il veut mettre en œuvre. Il y a donc le marché et la stratégie commerciale qui a été appréciée, la faisabilité technique du projet, et enfin la faisabilité financière et économique du projet. Lionel Ilboudou a reçu un prix. Porteur d'un projet en informatique, il regrette que les parents ne soutiennent pas leurs enfants désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat. On a constaté qu'en tant que jeunes, les parents ne soutenaient pas tellement les projets des jeunes. Et on les encourage beaucoup plus à déposer pour des concours directs de la fonction publique, alors que les jeunes ont des idées. Si on les accompagne, je pense qu'on peut quitter ce problème de chômage-là. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous pouvez employer 10, 15, 20 personnes, peut-être même plus si le business prend bien. Alimata Zongo, lauréate, souhaite une participation plus accrue des femmes à la COPA. J'encourage mes camarades, surtout les femmes, à y participer. Parce qu'il y a de l'avenir dedans. L'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Moi, je fais l'achat, la conservation et puis la revente d'oignons. Ma spécialité, c'est l'oignon violet de Galmi que je conserve et puis je fais sortir au temps où la demande est grande. Ces montants attribués constituent des subventions. Mais le gouvernement a tenu à ce que
l'argent puisse aller là où il doit être destiné. Et c'est pourquoi le ministre a insisté que le suivi sur le terrain soit une réalité. Donc nous déjà dans notre composante, nous allons assurer cet accompagnement technique pour voir que le projet va être exécuté selon le plan d'affaires qui a été proposé. La compétition des plans d'affaires COPA permet à des jeunes burkinabés de bénéficier d'un soutien technique et financier de la maison de l'entreprise de Burkina Faso pour le démarrage de leur projet. Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales poursuit la visite de ses réalisations dans les différentes régions du Burkina Faso. Une délégation du FPDCT a ainsi sillonné les régions du nord, du plateau central, du centre-ouest et le centre-est, où notamment 334 projets ont été financés à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Abdourazak Traoré. Plus de 5 milliards de francs CFA investis dans la région du centre-ouest entre 2011 et 2018. Sur le terrain, les infrastructures réalisées font le bonheur des populations. Les ressentis sont recueillis par la délégation du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, bailleurs de fonds des communes. Parmi les infrastructures, un abattoir municipal à Koudougou ainsi que des boutiques de rue. À Tenado, ce sont des écoles qui ont vu le jour. Réo n'a pas été en reste. Voilà bientôt 10 ans que le Fonds permanent intervient dans notre commune. Je voudrais aussi dire que nous avons eu beaucoup de réalisations en matière de collège, d'école primaire, ces infrastructures-là, de marché, de forage, etc. Il faut dire que ce sont des besoins des populations. Dans la région du Nord, les responsables des communes affichent leur gratitude également. À Arbolé, des salles de classe ont été érigées. Waïgouya a reçu un terrain omnisport et un AEPS au Conseil régional du Nord. À Gourcy, la construction de plusieurs salles de classe a été financée. Mais Madame le maire attend encore plus du FPDCT. Vous avez remarqué qu'au niveau de la mairie, nous sommes dans un bâtiment qui servait de dépôt quand Jean Lefebvre faisait la route Ouaga-Waïgouya. Et c'est dans ces infrastructures que nous travaillons dans des conditions très difficiles. Au plateau central, ce sont environ 800 millions de francs CFA qui ont été transférés jusque-là par le Fonds permanent. 16 projets ont été réalisés, dont une salle de conférence et un hôtel du conseiller régional. Un centre d'hébergement en finition et qui devrait permettre à l'institution de faire des recettes. Donc vous voyez que c'est énorme et c'est un apport considérable. Je dois dire même qu'en dehors du PNGT, et c'est le Fonds permanent qui a été, j'allais dire, notre appui principal. Même constat dans la région du centre-est. Là-bas, 334 projets ont été mis sur pied avec un financement de plus de 5 milliards de francs CFA entre 2011 et 2019. De ces projets, on énumère l'extension et l'équipement de la mairie de Koupela en R+1. À Baskouré et à Dialgaï, des infrastructures scolaires réalisées font la fierté des différents conseils municipaux. À Garango, un vent de dynamisme souffle sur la ville grâce à la gare routière qui est sortie des terres. Vous avez dû voir au niveau de la gare routière des tricycles qui étaient garés à la porte. C'est l'avènement de la gare routière, sa mise en forme, qui a permis donc à ces gens-là de se regrouper tout, qui fait que, d'abord, ils sont regroupés, ça fait une marge bénéficiaire pour eux. Il y a des dockers qui sont là-bas, ça fait une marge bénéficiaire. Mais il y a aussi que, en plus de ça, bon, la gare, plus ou moins, bon, répond de son nom. La première édition de la Journée nationale de l'arbre s'est tenue ce 10 août dans le centre-est. Le chef de l'État a donné l'exemple en plantant un arbre dans le bosquet botanique de la région, un espace de 5 hectares où des centaines de milliers d'arbres devraient être plantés dans les semaines et les mois à venir. Alexis Pelemnaba, Roméo Koeta. 250 000, c'est le nombre de plants que la région du centre-est s'engage à mettre en terre à l'occasion de la première édition de la Journée nationale de l'arbre. Le désert avance à grands pas et il faut inverser la tendance en se démarquant des anciennes pratiques. La nouvelle vision, c'est de faire en sorte que dans les différentes régions,
Comme ici, par exemple, nous sommes venus ce matin, nous avons eu 5 hectares qui sont clôturés, dans lesquels on a planté des arbres et pour lesquels on peut assurer un suivi et une permanence pour faire en sorte que ces arbres-là survivent. Et pour les Burkinabés, je veux dire que nous devons renouer avec ce que nous faisions par le passé. Toutes nos activités, toutes les cérémonies, nos maisons, nous devons faire en sorte de planter des arbres avec l'esprit que nous ne devons pas simplement planter et disparaître. On doit planter, suivre et veiller à ce que ces plantes-là grandissent pour l'intérêt des générations futures. Parce que sinon, nous allons laisser une terre complètement dénudée à nos enfants et à nos petits-enfants. Et je pense que ce n'est pas notre rôle. Planter, suivre et veiller à la croissance des arbres pour des générations futures, le ministre en charge de l'environnement s'active. Face à cette situation combien préoccupante, le gouvernement a décidé d'adopter des mesures fortes et vigoureuses en se démarquant des anciennes pratiques peu performantes et qui consistaient à mettre en exergue le planteur plutôt que le plant qui était par la suite abandonné à son sort. Parmi les actions développées pour inverser la tendance à la dégradation des ressources forestières, figurent en bonne place les opérations de reforestation. C'est dans ce sens que mon département organise chaque année une campagne nationale de reforestation avec la participation des différents acteurs du pays, conformément à l'objectif stratégique 3.5 du Plan national de développement économique et social PNDS, qui, je cite, inverser la tendance de la dégradation de l'environnement et assurer durablement la gestion des ressources naturelles et environnementales. Nous devons donc planter utile et entretenir ce que nous plantons. Cette cérémonie de lancement officiel de la Journée nationale de l'arbre a été l'occasion pour la remise des prix aux lauréats du concours sur les meilleures réalisations et pratiques de préservation des ressources forestières et l'amélioration des cadres de vie. En plus des prix, 15 personnes ont été distinguées pour leur engagement dans la protection de l'environnement. 500 plants d'espèces locales ont été offerts à chacune des 3 provinces de la région comme contribution à la campagne de reforestation. Les régions des Cascades portent le flambeau pour l'organisation de la 2e édition. C'est un geste de solidarité envers les plus faibles qu'a posé la section CDP de la province du Houé qui était aux côtés des personnes handicapées de Bobo Dioulasso. Ces derniers ont reçu des kits de céréales. C'était le 9 août à l'occasion de la fête de la Tabaski. Surtout Justin Dabiré. 100 kits de 5 kg de riz, 100 kits de 20 kg de maïs et la somme de 100 000 francs CFA. C'est le geste que le bureau exécutif national du CDP, à travers sa section provinciale du Houé, fait aux personnes vivant avec un handicap dans la ville de Bobo Dioulasso. L'objectif est de permettre à ces personnes vulnérables de profiter au mieux de la fête de Tabaski. Nous avons été mandatés par le bureau exécutif national, avec son président, le camarade Kombogo Edi, de venir appuyer la section provinciale du CDP Houé pour une remise de dons à l'occasion de la fête de Tabaski qui se profile dans 2 jours, pour un partage avec les personnes vivant avec les handicaps du Houé. Nous l'avons déjà fait au niveau du Kadiogo 2 fois de suite, le Ramadan surpassé et ce Ramadan. Donc il était de bon ton que nous puissions partager cet événement avec les personnes vivant avec les handicaps de Bobo Dioulasso. Le choix des bénéficiaires s'est fait sans tenir compte de la coloration politique des personnes vivant avec un handicap, selon Christophe Sanou, secrétaire général provincial du CDP Houé. On a informé, la coordination d'informer toute personne vivant avec de l'handicap au niveau de la ville, puisque le nom était connu déjà, donc c'est eux qui se sont informés et qui ont organisé pour venir. Ce n'est pas uniquement, nous, on n'a pas fait parce que si tu es membre du CDP, que tu dois venir. On l'a fait, toute personne vivant avec l'handicap, s'il est à Bobo ici. Donc, c'est tout ce qu'on a invité pour quand même venir en appui lors de la fête de Tabaski. Les bénéficiaires, par la voix de leurs représentants, saluent cette action de solidarité du bureau exécutif national du CDP. Fousseni Baro s'est dit très ému et étonné de ce geste
qui leur va droit au cœur. Je ne sais pas quoi dire, je suis très ému. Voilà, parce qu'avant d'être ému, il faut que je sois étonné d'abord par la réaction des membres du CDP qui ont pensé aux personnes démunies, c'est-à-dire handicapées, les personnes handicapées, en ces mois bénis de Tabaski, pour venir à notre aide et puis nous donner quoi à manger dans cette fête. Donc ça va droit dans nos cœurs. Et puis les bénédictions vont directement vers les dirigeants de ces structures. Ce sont au total 100 personnes vivant avec un handicap dans la ville de Bobo-Dioulasso qui sont bénéficiaires de ce geste de solidarité du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Voilà, c'est la fin de ce journal et l'une des informations importantes à retenir, comme vous le savez, je vous l'annonçais en début de journal, c'est la disparition de l'artiste chanteur ivoirien Didier Arafat qui est décédé donc ce 12 août, laissant derrière lui des millions de fans dans la tristesse. Nous nous quittons donc sur l'un de ses titres pour lui rendre hommage. C'est un titre qu'on appelle Moto Moto. Regardez le clip. C'est moi-même, tu dois la prendre. Tous les mots de protection du moto, tous les gars